Thank you so much, Andrea. I'm Annie Jantes, and this is Peter Sturm. Thank you so much again for your presentation, because it's the perfect segue into our presentation. You actually looked at these systems from a knowledge perspective, and we look at them from a design perspective or conception perspective. So it's another way to kind of cut the whole thing in a different way. And now I'm going to switch to French. Donc Linda a une problématique, c'est comment en fait les transitions agroécologiques et numériques conduisent-elles à des activités de conception spécifiques. En fait, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder parmi tous les acteurs comment cette diversité d'acteurs avait effectivement des modèles et des rationalités, des scénarios de conception différents, à commencer par vous. Les chercheurs ont des modèles de conception, quelle que soit leur discipline, mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand on est chercheur en biologie ou quand on est chercheur en ingénierie. Et donc la question pour nous, c'était de dire, mais finalement, comment est-ce qu'on reconnaît différentes rationalités de conception derrière les différents acteurs qui justement vont porter des innovations. Et on se rappelle qu'un des enjeux qui nous a été posé, c'était favoriser les interactions avec les acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur afin de promouvoir une trajectoire sociétale et économique qui accompagne positivement la transition. Et donc évidemment, on pourrait s'intéresser à ce sujet-là de 1000 façons, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, bon, ok, on a des gens qui conçoivent là un petit peu partout, sans nécessairement appeler ça de la conception d'ailleurs, mais qui inventent des choses, qui détournent des dispositifs. Et donc comment est-ce qu'on va réussir en fait à articuler ces différentes formes de conception? Alors évidemment, il y a des tensions. Il y a des tensions parce que même quand on est en train de concevoir, je vais vous en présenter au moins deux, quand vous concevez une technologie très pointue qui généralement augmente les potentiels humains, eh bien c'est pas tout à fait la même chose qu'un design, une perspective du design, donc au sens école de design, puisque moi je viens de CY, école de design de l'université de Cergy, qui va considérer non seulement les technologies, mais aussi les milieux humains dans lesquels ces technologies vont s'insérer. Et alors là, ça change complètement la donne, parce qu'en fait, il n'y a pas une technologie, il y en a des dizaines. Et donc notre problématique à nous, c'est de nous dire, mais finalement, comment est-ce qu'il y a une articulation entre toutes ces technologies, ces outils, ces interfaces, et comment est-ce qu'on réussit à créer une forme de cohérence pour une activité de travail. Et puis il y a aussi une contradiction entre les objectifs disciplinaires et ce que Schoen, qui est un grand penseur du design, dit appeler the mess of everyday life. C'est-à-dire c'est bien gentil d'arriver avec une discipline sur un terrain, mais en fait, vous n'en prenez qu'une toute petite partie. Et pareil, quand on est dans la conception, on doit remettre ensemble une diversité de disciplines d'expertise et aussi de savoir vernaculaire pour que, effectivement, on ait des solutions qui, sur le terrain, aient une chance de pouvoir fonctionner. Du coup, nous, depuis qu'on vous a vu l'année dernière, vous avez fait voter. Voilà. Donc, on a évidemment des contributions empiriques et théoriques. Je ne vais pas vous les donner toutes, mais les contributions empiriques, c'est vraiment d'évaluer, par exemple, des technologies déjà existantes pour essayer de faire remonter des difficultés pour être dans une boucle itérative et de transformation de ces technologies. Évidemment, on a fait un état de l'art sur tout ce qui était... donc, nos contributions, elles sont vraiment à élaborer et compléter les modèles de conception. Il y en a que vous connaissez, vous avez tous entendu parler de design thinking et ce genre de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, ça veut dire quoi designer des territoires, ou qu'est-ce que c'est que le design systémique, ce que Andrea a présenté tout à l'heure. Et la grosse différence, on va dire, avec la présentation que vous avez eue avec Andrea, c'est que quand on fait du design, on s'intéresse aux acteurs humains, certes, mais on s'intéresse aux acteurs non humains. On est dans une forme d'anthropologie symétrique. Autrement dit, on voit bien ce que les gens font avec les choses, mais on se demande ce que les choses font faire aux gens. Et donc, si vous n'avez pas le bon outil, en fait, vous êtes contraint à faire certaines choses. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce balai entre les agentivités, on va dire, des objets sur les personnes, et pas simplement, encore une fois, les contacts entre les personnes. Donc ça, c'est une grosse différence. Je continue parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc, on a aussi une contribution by artifact. Bon, ça, les gens qui travaillent en informatique, qui travaillent avec les IHM, ils voient un peu ce genre de contribution. Donc, de deux choses l'une. Soit on fait effectivement du techno-push. Donc, en fait, on essaye de regarder effectivement les modalités de conception et comment, en fait, ingénierie souvent et design peuvent s'articuler
pour réduire un time to market aussi, parce qu'en fait, ça, c'est notre job aussi en tant que designer, de comprendre en fait les potentiels d'une technologie pour l'aider à s'ajuster à différents types de terrains possibles. Mais on fait aussi du sociopool. Et l'année dernière, ce qu'on vous avait proposé, c'est-à-dire qu'en fait, on part d'une problématique qui est celle de les gars, pour prendre une décision, à un moment donné, ça bloque. Et nous, on s'est intéressé du coup aux différents systèmes de votation et de prise de décision en vous proposant une plateforme de vote numérique l'année dernière. Et je passe la parole à Peter. Bonjour, donc Peter Sturm, je viens de l'INRIA de Grenoble où je dirige une équipe qui travaille entre autres sur la modélisation de risques systémiques, que ce soit au niveau global ou sur des échelles territoriales. On fait aussi des analyses du contenu matériel et énergétique des activités économiques d'un territoire, donc pour compléter un peu la vision purement monétaire de l'économie. Et dernièrement, on se tourne aussi vers les démarches participatives. Et donc là, dans les minutes qui me restent, je vais te donner un exemple. Donc, dans le projet Linda, on a, pour faire simple, deux types de terrain. Donc, un terrain plutôt dédié, on va dire, à l'innovation participative de technologie pour l'agroécologie. Et un deuxième type de terrain qui est plus, qui a une vocation de transition territoriale. Voilà. Et donc là, je vais parler du deuxième type de terrain. Donc, l'autre premier terrain, c'est le Briançonnais. Vous le voyez sur la carte où ça se trouve. Donc, c'est un terrain qui est à la fois très rural et aussi très touristique, avec des grandes stations de ski, entre autres. Voilà. Et donc, on a été mandaté avec un laboratoire de l'INRAE pour coordonner, mettre en place et coordonner une concertation citoyenne sur le territoire qui va durer 2 ans, qui a déjà passé 1 année et qui va se terminer fin 2025. Et l'origine de la concertation, c'est les conflits sur le territoire autour de la ressource eau et ses différents usages. Et donc, voilà, on est mandaté pour mettre en place cette concertation, entre autres, mais aussi de faire des apports scientifiques, donc la connaissance sur l'état des ressources sur les territoires, par exemple. OK. On avance comment? Voilà. Donc, je ne vais pas présenter tous les détails, juste pour montrer que donc, la démarche de la concertation, elle a une structure qui a été co-construite avec les acteurs du territoire. Donc, au cœur de la structure, il y a un panel citoyen qui est majoritairement tiré au sort. On peut comparer son fonctionnement à la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu en France il y a 5 ans. Donc, il y a d'autres instances dans la démarche. Je ne vais pas tout détailler. Je vais juste dire que tout vise à contribuer à une co-construction d'une stratégie pour le territoire. Voilà. Cette slide, elle est un peu complexe. Ça montre le résultat d'un diagnostic qui est préalable à la concertation. En fait, un diagnostic des enjeux du territoire. Donc, le diagnostic a été fait à partir de plusieurs dizaines d'entretiens avec différents types d'acteurs du territoire pour leur demander quels sont, selon eux, les enjeux principaux pour le territoire. Et du coup, forcément, ce qui en ressort, c'est une vision un peu systémique des choses. Donc, on trouve, par exemple, des activités économiques dans une des boîtes vertes, dans l'agriculture. Et toutes ces activités économiques sont mutuellement dépendantes et aussi dépendantes, évidemment, de ressources naturelles, que ce soit de l'eau ou de la biodiversité, etc. Okay. Et en fait, cette carte définit en fait le périmètre de la concertation. Donc, ce périmètre a été décidé ensemble par les acteurs du territoire. Là, je donne, sur les 2 slides qui me restent, je donne 2 exemples des apports concrets qu'on a en tant que scientifique. Donc, premier apport, c'est des études d'analyse de matière et de flux énergétiques pour le territoire. Et donc là, à droite, je ne sais pas si c'est lisible, mais on voit un schéma de tout ce qui est produit ou importé en termes d'énergie sur le territoire et ce qui est consommé par quel usage. Okay. Donc ça, c'est une cartographie très simple qui apporte des connaissances que même les collectivités territoriales n'avaient pas. Il y a plus de détails sur un des posters au sous-sol. Et puis, dernière slide de mon côté, c'est donc des outils qu'on apporte pour ce qu'on appelle la modélisation participative. Donc, entre autres, on développe un logiciel qui permet de construire et explorer des scénarios de transition.
Et puis une autre modalité qu'on explore, c'est différents types de jeux sérieux qui sont en fait qui sont pas juste là pour jouer ou sensibiliser les acteurs, mais qui sont une modalité pour co-construire des scénarios de transition. Et donc là, on a développé toute une famille de jeux qui sont soit purement numériques, soit purement tangibles, soit des jeux hybrides. Et on mène des expériences utilisateurs en laboratoire et sur le terrain. Voilà. Il y a aussi un autre poster qui détaille un peu ces aspects-là. Et donc, je ne sais pas si c'est Justine ou Annie qui va continuer. Voilà. Merci. Tu as 3 minutes. Wow, 3 minutes. Ouais, 4. All right. Donc, vous vous dites, génial, le jeu pour le Briançonnais, fabuleux. Alors, je n'habite pas le Briançonnais, qu'est-ce que j'en fais? Vraie question. Et ça, c'est une question de design. Autrement dit, si je reprends ce qui s'est passé, nous, on va formaliser, si vous voulez, quel est encore une fois, le scénario de conception et à quel moment, en fait, on reconçoit les choses. Donc là, Peter vous a expliqué un peu comment est-ce qu'il était arrivé, mais voilà, un dispositif de collecte, de catégorisation, d'analyse de données de flux de matière, mais à qui ça peut servir? Vraie grosse question pour nous en design. On se pose toujours un peu la question de, en dehors du laboratoire scientifique, à qui ça sert? Bref, là. Et donc, ça, c'est une recherche en soi, c'est-à-dire se dire, en fait, quel est le problème empirique? Et c'est pour nous ce qu'on appelle l'ouverture d'un design space, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit, tiens, là, on peut inventer quelque chose qui est à l'interface entre des données scientifiques et des situations de terrain. Donc, on ne parle pas de besoins, nous, parce qu'en fait, vous savez, je vais vous dire un truc, les besoins, les gens, ils n'en ont pas tant que ça, hein, c'est assez vite identifié. En revanche, la façon dont ils peuvent avoir envie d'avoir des alternatives sur leur modalité de travail, ça, c'est une autre question, ou de décision, ou de s'amuser, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, je passe un peu plus vite pour mes 3 minutes 30. Donc, on développe. Donc, il y a eu le développement de l'idée dans le cadre du jeu numérique. Donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de vraiment regarder aussi les tests et les évaluations. Alors, tous ceux qui sont en ingénierie, ils connaissent ça les yeux fermés dans le noir. Hein. Ils font ça tout le temps quand vous faites de la recherche en ingénierie. Donc, je continue. Le truc qui est un peu nouveau par rapport à ce que vous faites habituellement, je pense, en ingénierie, c'est qu'on passe. Nous, on se pose la question du local spécifique. Et comment ce local spécifique, et c'est ça qui change dans nos pratiques de design, parce que quand vous fabriquez une voiture, je vais vous dire un truc, vous vous posez absolument pas ce genre vous vous posez d'une certaine façon ce genre de questions. Donc on passe de cette invention à se dire, mais en fait, en dehors de l'endroit hyper localisé, hyper pointu dans lequel vous avez développé cette solution dans le cadre de votre Living Lab, qu'est-ce qui va être réutilisable? Et donc là, nous, on se dit, l'identification de notre design space, c'est de dire comment transférer des solutions locales à d'autres situations. Et en fait, ce que l'on fait, nous, c'est de créer, du coup, des outils qu'on appelle de discrétisation. Alors, c'est pas des statistiques, mais ça ressemble à des statistiques au sens où on catégorise en fait les éléments qui constituent le jeu, en l'occurrence celui de Peter, qu'il vous a présenté, en se disant quand on le découpe en gameplay, en éléments de contexte, en éléments de connaissance, en éléments d'engagement des personnes, donc on fait une analyse très très fine, mais surtout on la refait en fait avec des acteurs qui sont plus du tout dans le même secteur, pour voir en fait quelle est la capacité de recréation à partir de certains éléments du jeu. Donc, d'une certaine façon, on réouvre la boîte noire. Donc, le jeu, une fois que vous l'avez joué, il est bien conçu. Donc, vous vous dites, génial. Mais en fait, on réouvre la boîte noire de façon à pouvoir réutiliser, repenser à d'autres éléments, à réinsérer dans d'autres contextes. Et encore une fois, dispositifs. Parce que vous vous rappelez, nous, ce qui nous intéresse, c'est les dimensions matérielles des cultures, des personnes avec lesquelles on veut travailler. Voilà, donc ça nous permet, donc on a créé une espèce de grille outils qui nous permet de reprendre l'ensemble des dimensions des jeux sérieux, donc il y en a un certain nombre. Et puis on a travaillé donc avec des industriels, donc pour ne pas les nommer, on a travaillé avec la SNCF, le ministère de l'Éducation nationale, la Maïf, une boîte de gestion des risques, voilà, et j'en oublie, mais je ne sais plus qui, mais bon, peu importe. Pour dire, en fait, vous, dans vos contextes organisationnels, qu'est-ce que vous pourriez récupérer? Donc ça, vous voyez bien qu'on peut le faire en fait avec vous aussi. C'est-à-dire, si vous avez un dispositif existant et qu'en fait, vous vous demandez très bien situé, très vraiment ancré dans un terrain, c'est une façon qu'on peut avoir de travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Bravo.